journée consacrée à l'éducation. Je remercie tout particulièrement l'École normale supérieure de nous avoir prêté gracieusement cette belle salle pour un sujet aussi important. Et cette salle dont le nom est tout à fait symbolique finalement, puisque c'est la salle Jaurès. Donc pour un colloque sur l'école de la République, c'est tout à fait approprié. Nous sommes en pleine campagne présidentielle et malheureusement, l'éducation semble être le parent pauvre des sujets abordés jusqu'à maintenant en tout cas. Pourtant, c'est un sujet fondamental puisqu'il s'agit de la formation des futurs citoyens. Et ce sujet devrait donc préoccuper toutes les formations politiques et leurs candidats. Donc face à cette absence du thème de l'éducation dans les débats jusqu'à maintenant, le collectif Condorcet, que je représente ici, a choisi d'interpeller, de solliciter certains candidats aux élections présidentielles et leurs représentants pour le programme éducation, pour qu'ils viennent aujourd'hui nous expliquer le programme de chacun et aussi échanger avec vous. Donc je remercie tous les représentants qui seront présents aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, je regrette vivement, bien sûr, que les questions d'éducation ne soient pas plus présentes dans le débat présidentiel. C'est un débat présidentiel, vous le savez tous, qui est tout à fait crucial pour l'avenir de notre pays. Et les questions d'éducation occupent, elles, une place cruciale. Dans le projet présidentiel de Nicolas Dupont-Aignan, dont je vais vous parler aujourd'hui, il occupe la place centrale, je n'hésite pas à le dire. Nicolas Dupont-Aignan, qui était un lecteur de Péguy, a tenu à ce que ça soit une citation de Péguy qui ouvre ce chapitre de son programme, et je me permets de vous la donner. Elle me paraît parler particulièrement aujourd'hui. Une société qui ne s'enseigne pas est une société qui ne s'aime pas. Alors je remercie si vivement le collectif Condorcet d'organiser ce débat. Condorcet, nous, c'est un nom qui nous parle plus particulièrement. Il se trouve que je suis historien. Son biographe, Charles Coutel, a travaillé avec nous au projet comme expert, de même que Jean-Paul Brigelli, de même que Marc Lebris, l'instituteur bien connu, ou bien l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement, qui a participé à plusieurs de nos réunions pour élaborer le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ajoute qu'il est très significatif, je me permets de parler de moi simplement 10 secondes, que Nicolas Dupont-Aignan ait choisi pour coordonner non pas seulement son projet éducatif, mais l'ensemble de son projet présidentiel par un enseignant. Je crois qu'il est le seul des 11 candidats à cette présidentielle. Et je me permettrai un petit aparté sur mon cas personnel. Moi, je dois tout à l'école de la République, je suis d'un milieu modeste. J'ai passé 17 ans dans l'enseignement secondaire et je suis maintenant enseignant à la Sorbonne. Donc c'est avec une certaine émotion que je vous parle aujourd'hui. Alors ce projet, je ne vais pas bien évidemment en une demi-heure pouvoir le décliner complètement, donc je vous renvoie au site de notre candidat, et puis il y aura un temps de parole tout à l'heure, je suis à votre disposition bien évidemment pour l'évoquer plus en détail. Alors pourquoi l'école est-elle si importante, l'école de la République? Et là je l'entends au sens le plus large du terme. Je parlerai de la maternelle, je parlerai du primaire, je parlerai bien évidemment du secondaire, je pourrai également vous parler du premier cycle universitaire, parce que c'est le creuset, bien sûr, de notre nation, c'est la clé de la cohésion nationale, et c'est le moyen pour chacun de nos enfants de se construire, mais également, et j'y tiens, de s'élever socialement et de devenir un citoyen. Or, l'école, nous l'avons tous constaté en tant qu'enseignants, mes chers collègues, est en véritable naufrage aujourd'hui. Il faut utiliser les mots et à un moment donné, dans une campagne présidentielle, je crois qu'il faut les évoquer. Alors les classements internationaux, bien évidemment, moi, je ne suis pas un grand fanatique des classements internationaux comme PISA, classements internationaux qui nous parlent de l'employabilité, je dis bien l'employabilité des élèves, moi je trouve ça personnellement scandaleux, mais d'un autre côté, il ne faut pas se voiler la face. Ils sont quand même des thermomètres qui permettent d'évaluer une situation. Surtout lorsqu'on regarde, ça vaut aussi pour les sondages d'ailleurs, un instant T, pour moi un sondage ne veut rien dire, par contre sur un temps long, il peut être signifiant. Et que remarque-t-on dans ces classements internationaux? Eh bien que la place de la France dans les grandes disciplines, je pense au français, je pense aux mathématiques, est en chute. Donc il y a ici un véritable problème. Je vous donnerai également un deuxième critère, la dégringolade orthographique de nos jeunes, et bientôt de nos adultes, et déjà de nos jeunes adultes,
C'est une enquête qui a été publiée récemment, donc qui émane du ministère lui-même. Alors j'ai relevé les chiffres, pour ne pas faire d'erreur, puisque nous sommes filmés, je vous les donne très très précisément. C'est la même dictée qui a été appliquée, la même dictée. En 1987, les jeunes faisaient 10, c'est une moyenne, d'où la virgule, d'où la décimale, 10,6 fautes d'orthographe en 1987. En 2007, nous étions à 14,3 et nous sommes en 2015 à 17,8. Bien évidemment, j'ai eu l'occasion d'en parler avec vous, ce ne sont pas les jeunes des milieux favorisés qui souffrent de ces problèmes, parce qu'il y a plein de moyens de remédier quand on appartient à une classe favorisée à ce type de problème. Ce sont les jeunes des milieux modestes. Et dans les milieux modestes, tout se joue à l'école, tout se joue en maternelle, dans le primaire et dans le secondaire. Donc c'est vers eux avant tout qu'il faut se tourner, et c'est vers eux dont je voudrais que nous parlions principalement aujourd'hui. Alors dans ce programme, il y a 5 piliers, je dirais, qui l'ont structuré. Et dans un premier temps donc, de ma présentation, je voudrais revenir sur ces 5 piliers avant de décliner devant vous quelques-unes des 60 propositions qui me paraissent particulièrement fortes et qui prêteront sans doute lieu à débat. Tout le monde peut ne pas être d'accord. Nous avons justement un programme fort et donc, il faut le dire, qui est assez clivant. Donc je suis persuadé que dans l'assistance, il ne plaira pas à tout le monde. Mais c'est l'objet du débat. 5 piliers, vous disais-je. Le premier de ces piliers, c'est remettre l'école de la République debout. Les gouvernements successifs ont réformé autour d'une idée maîtresse, qui est d'unifier les politiques éducatives sous la bannière des compétences, de façon à éliminer progressivement les savoirs trop pointus et parfois trop nationaux pour s'accorder, je le disais tout à l'heure, aux nécessités du marché. Et là, me semble-t-il, il y a un véritable problème. La logique curriculaire mise à l'œuvre ces dernières années commence à montrer qu'elle n'est pas valable. Il faut revenir à une logique annuelle, avec des objectifs clairs qui permettent à chacun de repérer facilement les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes. Une insuffisance en lecture repérée en CP, ce n'est pas 3 ans plus tard qu'on va la corriger. C'est dès les mois, bien évidemment, qui suivent. On ne peut pas reporter comme ça indéfiniment les difficultés d'une année sur l'autre, puisque après, on le sait tous, la haie devient infranchissable pour les jeunes. La quasi, et c'est peut-être le premier objet de controverse avec vous, la quasi-suppression du redoublement aboutit à faire passer des élèves qui n'ont pas le niveau, encore une fois, et qui ne nous l'auront pas, pour beaucoup d'entre eux, je ne dis pas que c'est valable pour tous, mais ne rattraperont jamais le retard accumulé. C'est donc, me semble-t-il, par la transmission la plus exigeante des savoirs que l'on peut commencer à restaurer l'instruction civique et morale. Et d'ailleurs, je fais un deuxième petit aparté. Il se trouve que la délégation, en plus de m'occuper du projet pour la France de Nicolas Dupont-Aignan, la délégation nationale dont j'ai la charge s'appelle Délégation nationale à la cohésion nationale et à l'instruction publique. C'est très significatif, et pas à l'éducation nationale. Et ça nous renvoie bien évidemment ici encore à Condorcet. Alors le deuxième pilier, c'est donner du sens à l'égalité, à la liberté, à la fraternité, en restaurant à la fois l'autorité et la confiance entre le maître, l'enseignant, les élèves, les parents d'élèves, toute la communauté éducative. Une autre tendance actuelle consiste à régionaliser et à autonomiser le plus possible les établissements. Alors, on aura peut-être l'occasion d'évoquer secondairement ce que veut faire, vous l'avez vu, mais il en a très peu parlé, François Fillon concernant l'éducation. J'étais un petit peu surpris en entendant tout à l'heure mon collègue évoquer ce que veut faire son candidat, M. Macron, parce que lorsqu'il parle d'autonomie, moi je ne vois pas tout à fait que ça soit ça. Ça c'est très soft, ce qui nous a été présenté, et vous allez voir que je le défends moi aussi. L'autonomie des enseignants, c'est très beau, effectivement. Il faut un cadre national et après on laisse une grande liberté, une très grande liberté aux enseignants. L'autonomie des chefs d'établissement, ça n'est pas ça, mesdames et messieurs. C'est la possibilité, entre autres, de pouvoir recruter les enseignants qu'il y aura dans son établissement, au détriment du cadre national. Nous sommes très très attachés, alors c'est un peu notre côté jacobin, on est très attachés au cadre national et on ne le remettra pas en cause, encore une fois, Jean-Pierre Chevènement. Et sur ce point-là, alors, il y a d'autres points,
je joue de la parfaite honnêteté avec vous. D'autres points hors l'école de la République, où Jean-Pierre Chevènement n'est pas d'accord avec nous, mais là, il y a quasiment une feuille de papier à cigarette entre lui et nous. Donc non, 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 non à l'autonomie des établissements, mais oui à la seule autonomie qui doit exister, c'est-à-dire l'autonomie pédagogique des enseignants dans leurs établissements. Je reviendrai tout à l'heure sur le soutien aux élèves en difficulté. Dans ce cadre général, j'aborde le troisième pilier donc, de ce programme, c'est le primaire. Le primaire est tout à fait fondamental et j'y joindrai bien évidemment la maternelle. Il faut ici donner la priorité aux savoirs fondamentaux. Et parmi ces savoirs fondamentaux, la maîtrise de la langue française doit être une priorité absolue. Et là, je fais un grand bond dans le temps, quand un jeune remplit un CV, après pour se faire employer, je parlais tout à l'heure de l'employabilité qui ne doit pas avoir ses entrées dans les établissements scolaires. En revanche, bien évidemment, on pense aux jeunes qui après iront vers le marché du travail, voir un CV avec 17 ou 20 fautes d'orthographe et des erreurs de syntaxe, ça ne sert pas notre jeune quand il veut bien évidemment se faire employer. Donc là, nous avons un véritable problème. La maîtrise, bien évidemment, dès le primaire, des 4 opérations est aussi tout à fait fondamentale. Hein. Vous êtes enseignant dans la salle et vous savez tous que nombreux sont les élèves aujourd'hui qui, arrivant en 6e, ne maîtrisent pas justement ces 4 opérations. Quatrième pilier, l'enseignement secondaire, favoriser l'approfondissement des acquis, l'élargissement des connaissances pour former des adultes et des citoyens épanouis. Et là, mesdames et messieurs, chers collègues, il faut être bien loin des réalités pour croire que l'on peut enseigner, je vais rejoindre mon collègue, sérieusement, avec 35 élèves par classe. Donc, les dédoublements doivent être importants, je ne dirais pas systématiques, parce que dans un grand établissement parisien, il peut ne pas y avoir besoin de dédoublement, mais partout où les dédoublements sont nécessaires, il faut dégager des moyens pour pouvoir, bien évidemment, les appliquer. Je reviendrai, puisque la question a été posée à mon collègue tout à l'heure, peut-être plus en détail sur les programmes de l'enseignement secondaire. J'y suis bien évidemment très attaché. Vous doutez qu'avec toutes nos équipes, nous avons quand même 17 enseignants dans notre pool d'experts. Nous les avons absolument décortiqués quand la réforme du collège est arrivée, pour voir dans les différentes disciplines ce qui était positif. Et là, je ne suis pas dans la caricature, comme d'autres représentants de candidats à l'élection présidentielle. Il y a quelques éléments positifs, mais on va dire, il y a 95%, me semble-t-il, de choses négatives. Enfin, 5e pilier, rien ne serait possible d'ailleurs sans ce 5e pilier, les enseignants, bien évidemment, qu'il convient d'une part de mieux former et d'autre part de mieux rémunérer. Alors là, je vais développer un tout petit peu parce que c'est peut-être l'une des originalités de Nicolas Dupont-Aignan. La première chose, c'est que les professeurs des écoles doivent, me semble-t-il, bénéficier d'une formation spécifique polyvalente au sein d'instituts où, pour les plus modestes d'entre eux, ils seraient pris en charge financièrement par le modèle des bourses. L'un de nos grands modèles, on évoquait Condorcet, mais je le disais tout à l'heure en préambule, c'est Charles Péguy, c'est les hussards noirs de la République. Donc, pourquoi ne pas rétablir, c'est ce que propose Nicolas Dupont-Aignan, les écoles normales telles qu'elles existaient jadis. Donc nous y sommes attachés. Pour le secondaire, il faut proposer différents types de concours, mais il faut proposer bien évidemment des concours, car les concours sont le gage de l'excellence pour nos jeunes, des personnes qu'ils retrouvent devant eux. On parlait des vacataires. Les vacataires sont dans des situations très très difficiles, mesdames et messieurs, vous le savez tous, mais ces vacataires sont recrutés par Pôle emploi, maintenant, ô horreur, par des agences de recrutement américaines, et c'est un véritable scandale dans l'école de la République, et lorsqu'arrivent ces enseignants vacataires, ils découvrent nos établissements, beaucoup d'entre eux ils partent au bout d'une journée, puisqu'ils se disent mais c'est l'horreur, on peut enseigner dans ces conditions, ils préfèrent un autre emploi que le métier d'enseignant, et ceux qui restent, je suis désolé de le dire, beaucoup font bien leur travail, ils sont dévoués, ils font leur maximum, mais d'autres ne rendent vraiment pas un service à nos enfants, donc là il y a un véritable problème. Donc nous envisageons de créer ce que peut-être les plus anciens d'entre nous ici dans cet amphithéâtre connaissent, c'est-à-dire les IPES, les instituts de préparation aux enseignements du second degré qui avaient été créés sous la 4e République en 1957, que le général de Gaulle et ses successeurs avaient porté très haut, avant que sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing,
il ne soit supprimé. Et puis par ailleurs, un mot d'excellence, nous sommes ici à l'École normale supérieure, plusieurs des candidats volent, vous le savez, mais de façon insidieuse. Ils ne le diront pas dans les débats. Supprimer l'agrégation, nous défendons bien évidemment l'agrégation. L'agrégation pour les professeurs de lycée, mais avec une grande souplesse, une grande liberté, c'est-à-dire que ma femme est agrégée, elle est en collège, bien évidemment les agrégés qui veulent rester en collège pourraient y rester, parce que c'est un plus pour nos jeunes également d'avoir des enseignants très qualifiés en collège. Et puis on dira peut-être un petit mot des pracs, c'est-à-dire les professeurs agrégés de l'université qui sont en complète déshérence, qui sont vraiment maltraités, personne n'en parle, ont un tissu universitaire, je suis très attaché à leur condition. Un petit mot sur les rémunérations. Les salaires qui sont proposés aux enseignants en France sont totalement indécents. On est très en dessous des salaires internationaux. Et nous voulons d'une part qu'en début de carrière, un enseignant certifié puisse gagner 2 000 € net. Et tout ça est budgété, on évoquera peut-être tout à l'heure la question de budget. Et nous voulons également que pour un enseignant confirmé, nous tendions, je ne dis pas qu'on va arriver immédiatement, bien évidemment, je ne vous raconte pas de baliverne, mais aux salaires tels qu'ils sont pratiqués dans des pays comme le Luxembourg, ou bien l'Allemagne, c'est-à-dire plutôt le haut du panier de l'Europe. Donc voilà ce que je voulais vous dire de manière très générale de ce programme. Et maintenant, je voudrais revenir sur quelques propositions qui sont décrites de façon plus détaillée sur notre site. Alors, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt. On évoquait tout à l'heure le socle commun, mis en place par l'un des candidats à la présidentielle, vous vous souvenez, François Fillon. Nous abrogeons le socle commun. Premier élément. Deuxième élément, on parle de la réforme du collège. Cette réforme du collège s'inscrit dans le cadre de la loi Peillon dont vous avez entendu parler. Nous abrogeons la loi Peillon. Et puisque nous abrogeons la loi Peillon, nous abrogeons de fait la réforme du collège. Les EPI, l'interdisciplinarité. Bien évidemment, les enseignants, moi quand j'étais dans le secondaire, je faisais déjà de l'interdisciplinarité avec mes collègues, mais pas besoin de ce cadre strict. C'est une usine à gaz, mesdames et messieurs, les EPI. Mon épouse a eu déjà 2 changements d'emploi du temps depuis le début de l'année et on lui en prépare un 3e. Donc vous imaginez, on marche ici sur la tête. Et puis, vous avez tous vu, parce qu'ils ont circulé, et peut-être même dans vos propres établissements, le type d'EPI qui est proposé. Non mais, c'est un scandale public, je n'hésite pas à le dire. Autre élément, le latin et le grec. Eh bien, nous rétablissons le latin et le grec. Vous avez peut-être vu ce qui se passe dans certains établissements français. Je vous donnerai un exemple. Nicolas Dupont-Aignan a pris une position publique pour soutenir les collègues, les parents et les élèves. À Raon-l'Étape, dans les Vosges, nos collègues sont mobilisés puisqu'on vient leur supprimer, il y a un mois, le poste de latin. Voilà, donc c'est aussi un scandale public. Bien évidemment, le rétablissement des classes bilingues qui sont une vraie réussite. Le ministère ne communique pas. Je vous rappelle que les plus belles réussites des classes bilingues, elles sont où? Elles ne sont pas dans les grands établissements parisiens, elles sont dans les établissements de banlieue. Donc c'est aussi un scandale public. Et puis, un petit mot, puisque nous évoquons le primaire, de la réforme des rythmes scolaires. Bien évidemment, là aussi, c'est un véritable problème. Donc nous abrogeons la réforme des rythmes scolaires. Voilà quelques mesures. Alors encore une fois, je passe vite, il y en a 60, je vous les balaie, là j'ai la liste des 60 sous les yeux. Oui, par exemple, la 10e me semble très importante. Instaurer le principe de souveraineté du conseil de classe, c'est qu'aujourd'hui, les chefs d'établissement ont des pressions pour faire passer un certain nombre de jeunes qui n'ont pas le niveau, alors que le conseil de classe a tiré la sonnette d'alarme en disant ça n'est pas possible. Il y a toute une voie de recours. Alors bien évidemment, il faut des voies de recours, parce que tout le monde peut être faillible, et même une équipe enseignante peut se tromper, mais malgré tout que certaines décisions soient systématiquement cassées, alors que toute l'équipe pédagogique l'a déterminé, c'est quand même extrêmement choquant. Instaurer également dans les établissements une tolérance zéro face aux incivilités scolaires, bien évidemment avec des sanctions proportionnées. On ne va pas convoquer le conseil de discipline dès qu'un élève a fait une petite incivilité, mais malgré tout, c'est un signal fort, me semble-t-il, pour remettre nos jeunes sur le droit chemin. Augmenter, je vous le disais tout à l'heure, et là je développe un tout petit peu, le temps consacré au calcul et au français, revenir, je n'ai pas peur de le dire, au nombre d'heures de français d'avant mai 68, revenir à 9h actuellement, à 15h, donc en primaire. Voilà une mesure qui me semblerait être forte et faire parler. Je vous le disais tout à l'heure, dédoubler systématiquement dans les établissements en zone sensible les classes.
Et puis une mesure qui est peut-être un petit peu clivante, mais nous y tenons, on parle beaucoup des décrocheurs, hein, et nous voulons créer un service national pour l'emploi, pour les décrocheurs, d'un an, et leur proposer au terme de ce service d'un an, un emploi, éviter qu'il ne soit véritablement sans rien au bout, sans emploi, et qu'ils se tournent les pouces, voire qu'ils ne sombrent pour certains d'entre eux, malheureusement, dans la délinquance. Alors vous voyez, je ne vais pas être plus long, j'ai parlé 25 minutes. En appliquant ces quelques réformes, et d'autres, encore une fois, que je vous invite à retrouver sur notre site, nous, et le mot est très fort, je pense, nous réinstituerons l'école de la République. Et nous renoncerons également, une fois nos réformes faites, à la réformite aiguë. Parce que chaque ministre qui arrive au ministère, vous savez, veut sa réforme. Donc une fois qu'on sera sur la bonne voie, plus de réformite. Vous pouvez compter, bien évidemment, si Nicolas Dupont-Aignan, mais vous avez peut-être vu qu'il montait très fortement dans les sondages ces derniers jours, arrivait à l'Élysée sur toute sa détermination pour faire passer ce programme. Vous avez vu que dans le petit livre qu'il a édité, Mes 100 premiers jours de président, il avance un nom. Alors c'était, je ne vous cache rien, un petit peu un débat chez nous. Bon, il a voulu taper un coup de poing et donner comme ça quelqu'un qui est très très connu comme futur ministre de l'Éducation nationale. Elle ne serait d'ailleurs pas contre, notez-le, Natacha Polony, la journaliste d'Europe 1, puisque Dupont-Aignan était invité de Natacha Polony et de la matinale d'Europe 1, c'était lundi dernier je crois, et lorsque la question lui a posé, elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Ça veut déjà en dire beaucoup. Mais moi je verrais bien, et ce sera l'objet de débat, une fois que Nicolas Dupont-Aignan sera élu, avant qu'il nomme son gouvernement, moi je verrais bien un collègue, personnellement, ministre de l'Éducation nationale, un collègue du secondaire. Ça nous changerait un petit peu de tous ces ministres qui n'y connaissent rien. Je vous remercie. Si on suit le socle européen, à terme, on n'aura plus de discipline. C'est clair. Alors pour le moment, on n'en est peut-être pas tous conscients, mais ça c'est gravissime. Alors il ne s'agit pas de faire du rétro, mais ce modèle est un modèle OCDE, un modèle canadien, un modèle anglo-saxon, qui ne correspond pas à notre génie national. Alors est-ce que les candidats comptent se laisser broyer par ce système au nom d'une loyauté envers l'OCDE, ou est-ce qu'ils veulent bien admettre qu'il y a quand même une spécificité française? Les Canadiens, les Suisses, les Belges, tout le monde en revient. Et Mme Robin, qui est la GESCO, qui a quand même fait les rapports sur le Canada en 2007, nous impose ce système qui est une poubelle pédagogique qui ne fonctionne pas et qu'on essaie de nous imposer. Et croyez-moi, ça paraît aberrant, mais nous au collège, on est complètement broyés, on ne peut rien dire. Et honnêtement, c'est une source de souffrance au travail, comme disait le collègue. Nous, on est véritablement dans une situation terrible parce qu'on voit nos gamins se passer à la lunette, il y a le brevet qui arrive, et on ne sait pas que faire, on ne sait comment les aider. Alors, est-ce que vous comptez suivre les dictats de l'OCDE et de Bruxelles, ou est-ce que vous recommandez à vos candidats de garder une spécificité? Là, je parle pour tout le monde. Bien sûr. C'est gravissime. Écoutez, pour nous, c'est très clair, je crois vous l'avoir dit. Hein. Donc nous abrogeons tout ça, c'est très clair. Nous allons à la rupture s'il s'agit de continuer à appliquer ça, c'est un scandale. Donc voilà. Alors je vous invite d'ailleurs, mesdames et messieurs, vous êtes enseignants, vous avez quand même une voix qui porte, à questionner les autres candidats. Moi j'ai lu les programmes, hein. Je n'en vois pas d'autres qui disent ça. Oui. Alors, je me permets de compléter, donc là, d'élever un tout petit peu les choses, puisque ça s'inscrit bien évidemment, vous l'avez compris, dans une case qui ne concerne pas seulement l'école de la République. Nicolas Dupont-Aignan a été très clair. Il était hier soir à 20h l'invité de France 2 et de Laurent Delahousse. Nous ne sommes pas du tout anti-européens, nous sommes pour une Europe des coopérations. Mais bien évidemment, il faut revenir à ce que faisait le général de Gaulle, c'est-à-dire si l'Europe ne veut pas, sur un point, écouter, entendre la voix de la raison, il faut pratiquer la politique de la chaise vide. Et il y a un certain nombre de questions tout à fait cruciales sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger. Ça, c'est tout à fait fondamental. Donc voilà, pas contre l'Europe, mais une renégociation systématique des points fondamentaux. Et il y en a quelques-uns, et l'école est l'un de ces points fondamentaux. Je vous remercie de nous avoir présenté le projet en ce qui concerne l'école secondaire. Je me permets d'élargir un peu le débat pour poser des questions sur l'enseignement supérieur et notamment l'université. Donc, le sujet est assez vaste, mais notamment il y a 2 ou 3 points sur lesquels j'aimerais connaître votre position. Le premier, ça concerne la baisse assez générale observée du niveau dans certaines filières universitaires qui est faite de façon concomitante avec la massification très
l'accès à l'enseignement supérieur. Quelles sont les propositions de Nicolas Dupont-Aignan pour permettre de maintenir un accès élevé à l'enseignement supérieur tout en évitant de continuer dans cette direction? La deuxième question, ça concerne finalement la République et l'université. Donc la loi de 2004 sur les signes religieux ostentatoires à l'école a tout à fait mis fin au débat, mais au moins apporté une réponse légale au débat en ce qui concerne le secondaire. Le débat est aujourd'hui fort en ce qui concerne l'université. Quelle est votre position? Et plus généralement, des positions dans certaines universités, certains IUT aussi, concernant l'école de la République, assez choquantes, sont parfois prises par des directeurs, des professeurs, etc., ce qui porte, aux yeux de certaines personnes dont je fais partie, atteinte à la cohésion nationale. Quelle est la politique que pense adopter pour répondre à cette problématique? Alors je vous remercie d'évoquer l'enseignement supérieur et la recherche, l'un des autres grands oubliés du débat présidentiel à cause des affaires qui polluent absolument toute cette campagne présidentielle. Donc j'en profite pour rebondir sur votre intervention et répondre à vos, en fait, deux questions, pour résumer, puisque la troisième regroupe très largement la deuxième. Alors, écoutez, figurez-vous qu'il y a 1 mois et demi, je demandais à mon équipe de regarder ce que représentait en PIB, en pourcentage de PIB, l'enseignement supérieur et la recherche. Et, grande surprise, le chiffre n'est absolument nulle part. Donc j'ai demandé à nos économistes de faire le calcul. Donc nous sommes à 1% de PIB, 0,8 pour être très précis, une très légère augmentation sous le gouvernement actuel, mais encore une fois, là où on a mis l'argent n'est pas l'endroit où il faut le mettre, on reviendra dessus. Nous faisons un effort très très net pour l'enseignement supérieur et la recherche, et nous sommes le seul à le faire. Nous passons à 1,3% du PIB. Ça, c'est le premier élément. Alors le deuxième élément, la massification. La massification, j'ai tous les chiffres, c'est dramatique pour nos jeunes, parce que bien qu'il y ait des phénomènes de remédiation, on donne des cours de français maintenant à nos élèves en licence 1, en licence 2, pour éviter qu'ils ne fassent 70 ou 80 fautes dans une simple copie double, en sciences humaines et sociales, en histoire. Moi j'enseigne l'histoire à la Sorbonne. Et la Sorbonne n'est pas forcément l'université qui est confrontée le plus à ces problèmes. Donc il faut développer les filières, créer des passerelles pour permettre aux jeunes qui veulent des reprises d'études de pouvoir reprendre à tout moment leurs études. Mais là encore, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. Si nous arrivons en primaire et dans le secondaire à amener ces jeunes vers le supérieur, nous ne rencontrerons plus ce problème. Nous sommes, je dirais, pour un certain niveau, sans parler ici de sélection, le mot est tabou, et il ne s'agit pas, Nicolas Dupont-Aignan ne voulait pas d'ailleurs, qu'on mette de la sélection avec une barrière, un examen à l'entrée à l'université. Simplement, il faut voir que cette massification tire la totalité du système vers le bas, et que ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les jeunes qui vont abandonner au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 3 semestres. Donc ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point concernant la laïcité, il y a eu, et je joue franc jeu avec vous, je vous dis tout, un grand débat, pour tout vous dire, depuis que je suis au parti, 5 ans de l'élection présidentielle précédente, c'est le plus grand débat que nous ayons eu sur la laïcité. Nous sommes tous à debout la France, je veux dire debout la République, l'ancien nom du parti, très très attachés à la laïcité. Simplement, vous le savez, il y a différentes conceptions de la laïcité. Et moi, à chaque fois que je vois un débat dans les médias, je pousse les hauts cris. Ma femme ne me reconnaît plus derrière mon poste de télé. Personne ne sait ce qu'est la laïcité française. Alors, je vais peut-être vous surprendre. Dans le débat 5, le débat honteux, le débat antidémocratique qu'il y a eu sur TF1 l'autre jour, un seul candidat a bien défini la laïcité. Et c'est pourtant presque l'un de ceux dont je suis le plus éloigné sur les questions de l'école de la République. Eh bien, je vais vous surprendre, c'est Benoît Hamon. Parce que Benoît Hamon, il bosse ses dossiers. Et il avait vu ce qu'il y a dans la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, ce que les autres ne savent pas. Moi, je connais bien, il se trouve que je suis historien du Second Empire et de la Troisième République. Après la laïcité dans la loi de séparation des églises et de l'État, la laïcité, elle apparaît dans la Constitution de 1946, dans la Constitution de la Quatrième République. Alors simplement, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt, il y a des problèmes en France aujourd'hui. Donc il faut avoir ce point de départ qui est un point historique et savoir s'adapter, quitte à rétrograder lorsque ça va mieux. Alors l'objet du débat, c'est que moi j'étais pour une adaptation soft
Et Nicolas Dupont-Aignan estime qu'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, la France qui est à reconstruire, la France qui est à rebâtir, la France qui doit reconstruire sa cohésion nationale, il fallait frapper un plus grand coup, et c'est dans le programme pour l'interdiction des signes religieux à l'université. Bon, et du travail, parce que hier, j'étais à la Sorbonne, je discutais avec un collègue qui est au front de gauche. Je vous promets que c'est vrai, je ne dis pas ça par démagogie. Dans la galerie Richelieu, la grande galerie de la Sorbonne, en 1 heure, on a discuté longtemps, on aime bien parler politique. J'ai vu passer 17. Et il y a ici un enseignant de la Sorbonne, il pourra vous le confirmer dans cet amphithéâtre, 17 jeunes femmes en tchador. Je ne parle pas du hijab, je parle du tchador. Donc vous n'écoutiez pas tellement la conversation. J'ai cette faculté à discuter avec un collègue et à regarder ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas autiste, pour reprendre la formule dont on parle beaucoup. Oui, excusez-moi. Je ne peux plus rien dire en France. Je reviens sur la question tout à l'heure un petit peu expédiée du coup pour des questions de temps sur les contractuels. J'ai bien entendu que la souffrance de ces collègues avait été prise en compte, ce dont on ne peut que se féliciter. Au-delà de ça, je voudrais poser la question de votre opinion sur ce statut même de contractuel qui, pour moi, pose le problème aussi de la reconnaissance du professionnalisme des enseignants. Pour avoir été contractuel pendant les études, je suis très très bien placée pour savoir comment se passe l'entretien d'embauche d'un contractuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretien d'embauche, en fait, pour être très net, et que ça quand même véhicule l'idée que le premier passant, le premier chaland, se disant que il aime bien les adolescents, que comme oui, pourquoi pas, il connaît un petit peu de grande histoire en français, il peut être prof. Et donc on se retrouve comme ça avec des collègues qui sont en souffrance en plus, parce que bon, c'est pas forcément leur taper dessus que de le dire, et qui ne sont pas formés du tout, à moins effectivement de considérer certains organismes comme formateurs, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, et donc je voudrais savoir exactement si vous pensez que ce statut de contractuel doit être maintenu. Si oui, dans quelle mesure, dans quelles conditions? Merci. Non, c'est un véritable scandale, nous sommes bien d'accord. Je vous évoquais tout à l'heure que nous, notre volonté, c'est d'avoir les enseignants les plus qualifiés possibles. Mais il y a parmi les contractuels des gens qui n'ont pas forcément le savoir, qui n'ont pas acquis tout le savoir, mais qui se donnent beaucoup de volonté et qui se forment eux-mêmes, je dirais presque, en auto-formation personnelle. Eh bien, il faut les aider, il faut les assister dans cette démarche, et à terme, je le dis, il faut les titulariser, bien évidemment. On ne peut pas les laisser sur le bord de la route, c'est très clair. Bonjour. Oui, c'est là. J'ai une petite question sur le PPCR. Personne n'en a parlé pour l'instant. Ouais. Est-ce que vous gardez les choses telles qu'elles ont été envisagées là, ou est-ce que on envisage autre chose? Pour préciser, parce qu'en fait, il n'y a pas que des enseignants dans la salle. Donc le PPCR, c'est le projet de parcours carrière rémunération. Donc c'est la nouvelle modalité d'évaluation et de rémunération des professeurs. Voilà, qui vient de sortir et d'entrer en vigueur. De toute la fonction publique. De toute la fonction publique. Accord qui est globalement non majoritaire et qui a été imposé en force par le Premier ministre qui s'est fait battre à la primaire de la même année. Est-ce que vous voulez commencer par y parler, puisque vous êtes... Et puis je dirai un mot après. Alors, dans cette réforme de l'évaluation des enseignants, en fait, il y a une partie par le chef d'établissement et l'autre partie par son inspecteur. La question était ici. L'enseignant ne sera inspecté que au tout début de sa carrière, à l'échelon 6, à l'échelon 6, à l'échelon 8, et pour passer à la hors classe. Donc, ce qui fera 4 inspections sur le rythme d'une carrière de 42 ans. Donc, ça fait une moyenne tous les 10 ans. Elle était déjà faible auparavant, parce que la moyenne était de 5-6 ans, et là, on passe à 10. Moi, je trouve que cette réforme marche sur la tête, en fait. On avait besoin peut-être de plus d'inspections
d'inspection conseil, parce que parfois il faut voir comment l'inspection se passe. Hein. Je lis quelques témoignages, j'en ai vécu une qui était personnellement qui était pas mal aussi. Voilà, elle va à l'encontre de ce qu'il aurait fallu faire. Voilà. Maintenant, elle est à peine mise en place, il faut revenir dessus. Voilà, c'est devenu compliqué. Mais, voilà. Avec le rôle du principal qui est accru. Et on sait que tous les principaux ne sont pas des gens qui ont forcément beaucoup de plateaux. Nous n'avons pas eu cette année enfin nous, au lycée en tout cas, je suis notation administrative. Au collège c'est pareil. Au collège c'est pareil, donc c'est déjà mis en place quasiment partout. Donc ça pose un problème. Effectivement, le chef d'établissement qui a plus de pouvoir, ça peut, je ne dis pas qu'il y ait des mauvais chefs d'établissement, hein, mais ils ne sont pas tous, c'est sûr, investis de la même façon, ils ne font pas tous leur travail, c'est comme tous les enseignants, c'est comme dans tous les métiers, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Donc laisser plus de pouvoir au chef d'établissement peut avoir un effet pervers. Peut. Dans certains établissements. Je peux me permettre, mesdames, de compléter ce que dit mon collègue avant que vous posiez d'autres questions, puisqu'on est là sur la... Donc là, je vais totalement dans son sens. Hein, là, on marche véritablement sur la tête avec cette nouvelle réforme qu'on nous impose. Tout ça s'inscrit, il faut bien le voir, dans un phénomène global. Hein. Est à l'étude la fin du statut de fonctionnaire, vous le savez peut-être, hein, bon, certains candidats n'en parlent pas, mais c'est dans les cartons. Et puis le corps unique de la maternelle à l'enseignement du supérieur. Bon, tout ça participe du même phénomène, encore une fois. Alors, vous êtes très sympathique. Emmanuel Macron, moi je le trouve très sympa. Le problème c'est qu'il dit tout et son contraire. Donc, moi, quelqu'un qui dit tout et son contraire me pose souci. Quand c'est flou, il y a un loup.